Bonjour, nous souhaitons vous informer au plus tôt des modifications apportées au règlement roller hockey pour la saison 2019-2020. Elles ont été votées par le conseil d'administration de la Fédération française roller et skateboard. Cette vidéo n'a pas pour objet d'être exhaustive sur les modifications apportées et ne peut en aucun cas se substituer au règlement auquel elle se réfère. Cette vidéo a pour vocation de faciliter l'adaptation des clubs à ces nouveautés et de les aider à préparer au mieux la saison prochaine. 29 modifications significatives vous seront exposées ici. Elles concernent le jeu, l'arbitrage et les rapports de match, l'admissibilité des joueurs, les engagements et les mutations, et les championnats. 4 modifications ont été apportées sur le jeu. Un joueur n'ayant pas fini de purger sa pénalité à la fin de la prolongation ne peut pas disputer les séries de tirs de pénalité. Nous avons supprimé cette année la poursuite de l'action en cas de perte du casque. En revanche, la règle concernant la perte d'un gant est maintenue. L'article E, qui stipulait que la pénalité de crosse haute ne pouvait être effective qu'en cas de position debout et de posture droite du joueur attaqué, a été supprimé. Ainsi, les arbitres disposeront de plus de latitude dans l'appréciation de la faute. L'obligation de protection intégrale pour les joueurs majeurs de la catégorie jeunesse a été supprimée. Passons maintenant à l'arbitrage et au rapport de match. Le cas où une association accueille une rencontre avec un seul arbitre est désormais considéré comme un non-respect des dispositions concernant l'arbitrage. À noter que l'association doit toujours demander un accord préalable au référent arbitrage pour pouvoir faire arbitrer le match avec un seul arbitre. Désormais, le non-respect des dispositions concernant l'arbitrage, qu'il s'agisse d'un arbitre manquant ou de non-respect des conditions minimales en matière de qualification de l'arbitre, sera pénalisé de manière progressive. Un premier avertissement sera appliqué à l'association recevant la rencontre. En cas de première récidive, lors d'une même saison sportive, une pénalité de niveau 1 par arbitre manquant ou pour non-respect des conditions minimales en matière de qualification de ce dernier, est appliquée à l'association recevant la rencontre. Au-delà, en cas de récidive, lors de la même saison sportive, la pénalité appliquée à l'association recevant la rencontre sera de niveau 2. Un nouveau rapport officiel de match est mis à votre disposition. Il intègre l'heure de fin de match, une seule assistance par but, le total des minutes de pénalité et intègre au score final le détail des buts marqués en prolongation et lors des tirs de pénalité. Nous introduisons cette année un contrôle des licences à l'initiative d'un officiel d'équipe. À sa demande, et sur autorisation des arbitres, l'officiel d'équipe peut vérifier la concordance des licences de l'équipe adverse avec les joueurs inscrits sur la feuille de match ainsi que leur présence. Cela concourra aux éléments mis à la disposition des clubs pour éventuellement émettre des réserves. Nous aurons l'occasion de vous faire une communication spécifique vous rappelant les modalités de réserve. Dans le cas des matchs en plateau, l'association retenue pour accueillir les rencontres à la charge du versement des indemnités aux arbitres. Les barèmes de remboursement des frais de déplacement des arbitres feront l'objet d'une annexe spécifique qui sera jointe au règlement. Concernant l'admissibilité des joueurs, la restriction de participation à un niveau de championnat est désormais fixée à 7 matchs disputés dans un ou plusieurs championnats de niveau supérieur. Par exemple, un joueur ayant disputé 6 matchs N2 et 1 match élite ne pourra plus jouer en National 3. Ces restrictions de participation à un niveau inférieur après 7 matchs à un certain niveau de championnat ne s'appliquent pas aux catégories d'âge U18 à U22. De nouvelles modalités de quotas sont mises en place pour participer aux phases finales.
Désormais, tous les matchs disputés lors de la phase de qualification du même championnat de France, dans le même niveau ou non, seront pris en compte. Ainsi, un joueur ayant participé à 6 matchs en élite et 3 matchs en N2 comptera 9 matchs disputés en championnat de France senior pour le calcul du quota de participation aux phases finales. Autre exemple en championnat jeunesse, pour un joueur U17 qui dispute les championnats U17 et U20. Le nombre de matchs auxquels il aura participé en U17 et en U20 sera additionné pour déterminer s'il a participé au nombre de matchs exigés pour participer au final U17. De même, le nombre de matchs auxquels il aura participé à la fois en U17 et en U20 sera additionné pour déterminer s'il a participé au nombre de matchs exigés pour jouer les finales U20. Un joueur ayant les quotas de matchs dans son club, quel que soit le niveau de championnat, peut y faire des playoffs, s'il n'est pas bloqué par les règles l'empêchant de descendre de niveau. Un même quota est défini pour tous les championnats. Les joueurs, pour disputer les phases finales, devront avoir disputé 50% des matchs, dont 25% au moins des matchs allés pour les niveaux de championnat se déroulant en matchs isolés aller-retour, ou 25% des matchs se tenant avant le 31 décembre pour les autres championnats. Par exemple, pour un championnat élite à 10 équipes, il faut avoir participé à au moins 3 matchs dans le championnat de France senior masculin, quel qu'en soit le niveau, avant la veille du premier match retour élite pour pouvoir jouer en phase finale élite. Ainsi, le joueur peut avoir participé à un match en élite et 2 matchs en National 2 pour satisfaire à cette règle. Concernant les engagements et mutations, la procédure d'European Transfer Certificate est intégrée dans nos règlements. La procédure à suivre fera l'objet d'une communication spécifique par le service compétition. Le principe de la sélection d'athlètes est étendu entre 2 clubs, ceci uniquement pour les licenciées féminines ou les surclassements de jeunes dans des catégories non présentes dans leur club. Les cautions d'engagement pré-national et jeunesse pour la phase nationale sont portées à 500 €. Les surclassements seront désormais conformes au règlement médical de la Fédération française roller et skateboard. Les restrictions qui limitaient pour le roller hockey le double surclassement au seul U19 et le triple surclassement féminin au seul U18 sont supprimées. Je vous invite à vous référer au règlement médical de la Fédération française roller et skateboard pour de plus amples précisions. Nous vous annonçons dès cette année la révision de la grille bonus et critères d'arbitrage de la contribution des clubs au développement pour les inscriptions 2020 à 2021. Lors de la réunion des présidents de clubs qui s'est tenue le 30 avril 2019, le problème actuel de la CCD autour des formations des arbitres D3 a été évoqué. Conformément au projet politique de l'arbitrage, le nouveau système de gouvernance doit susciter des vocations. Nous voulons donc demander au club de mettre en place tous les ans une session de découverte du cursus de l'arbitrage via un module de formation qui est également dispensé dans les formations des entraîneurs, mettre la focale sur les formations des D1 et D2 et mettre un focus particulier sur l'activité des D1, D2, D3. Sur les championnats en jeunesse, nous allons remplacer les championnats U19 et U22 par un championnat U20 national et une formule événementielle U22 qui reste à définir. Les championnats jeunesse sont donc U13, U15, U17 et U20. Les temps de jeu des catégories U17 et U20 seront de 2 fois 20 minutes. La catégorie U15 jouera 2 fois 18 minutes. Les catégories U13 et en dessous joueront en 2 fois 15 minutes.
Les conditions minimales pour arbitrer les championnats jeunesse sont pour les phases régionales de disposer d'un niveau de degré 1 et pour les phases finales de disposer d'un niveau de degré 2. Les finales jeunesse, U13, U15, U17, sont refondues. Elles se dérouleront du vendredi 17h au dimanche après-midi, suivant une poule de 6 équipes, qui disputeront donc un total de 15 matchs. Pour compenser l'augmentation du nombre de matchs, les temps de jeu des U17 et des U15 pendant les matchs de poule seront diminués dans cette finale. Ils disputeront leurs matchs en 2x18 et 2x15. À l'issue de cette poule, un match sera disputé pour déterminer de la 3e place du championnat et une finale sera disputée pour la 1re place. Pour les championnats seniors, élite, N1, N2, N3, leur limite de coup d'envoi des matchs du samedi est désormais fixée à 21h. Au niveau du championnat élite, la diffusion vidéo des rencontres est désormais obligatoire. Lorsque la fédération met à disposition une plateforme de streaming en live, la rencontre doit être diffusée en live sur la plateforme. Lorsque la fédération ne met pas de plateforme de streaming en live à disposition, l'enregistrement doit être mis en ligne sur le site officiel au plus tard le dimanche minuit après la rencontre. Le non-respect de ces conditions est sanctionné d'un avertissement au club fautif, puis d'une pénalité financière de niveau 1 en cas de récidive. Afin de pouvoir publier les listes de joueurs avant le premier match élite, N1, Coupe de France et Coupe de France féminine, les clubs devront désormais les transmettre à la commission sportive au plus tard le dimanche minuit précédant la première rencontre. Nous introduisons cette année un mercato élite et national 1. Une unique modification de la liste des 20 joueurs sera désormais possible sur 2 noms de joueurs, et ce avant le dimanche minuit précédant leur participation et au plus tard le dimanche minuit précédant le premier match retour du calendrier initial du championnat concerné. En National 1, les phases finales sont modifiées avec la mise en place d'un éventuel match d'appui comme cela se fait dans le championnat élite. Au niveau du championnat pré-national, il est désormais obligatoire de saisir les rapports officiels de match dans le module de résultats au plus tard le lundi suivant le match. Les lieux des tournois d'accession à la Nationale 3 seront désignés par la commission sportive après appel à candidature. Nous avons vu ensemble les 29 modifications que nous souhaitions aborder avec vous. Je vous rappelle que ce sont là les principales modifications apportées au règlement cette année. Toutefois, cette vidéo n'a pas pour objet d'être exhaustive sur les modifications apportées et ne peut en aucun cas se substituer au règlement auquel elle se réfère. J'espère que cette vidéo facilitera votre adaptation à ces nouveautés et vous aidera à préparer au mieux la saison prochaine.